Sakharov a 3 mois pour produire la plus énorme bombe de l'histoire, surnommée le Tsar. Bravo avait atteint 15 mégatonnes. Le Tsar, conçu par Sakharov, serait 6 fois plus puissant. Une bombe en 3 étapes. Celle de Castle Bravo n'en avait que 2. Une fission nucléaire serait le détonateur, générant une première réaction thermonucléaire du combustible, puis une deuxième. Les scientifiques avaient déjà pensé à construire une bombe de 1000 mégatonnes, qui aurait nécessité 4 ou 5 réactions pour parvenir à cette puissance. Mais ça n'avait pas de sens, parce qu'à partir de 100 mégatonnes, l'explosion elle-même occupe toute l'épaisseur de l'atmosphère terrestre, soit 16 km. Donc tout ce qui est au-delà part dans l'espace et ne sert à rien. Sakharov travaille sur ordre et contre la montre. Mais alors que la bombe est presque achevée, il exige un changement fondamental. Sa bombe faisait 100 mégatonnes. Mais au dernier moment, il s'est inquiété de la pollution qu'elle allait engendrer pour les populations. Effrayé par l'énormité potentielle des retombées, Sakharov en abaisse la puissance à 50 mégatonnes. Des essais précédents avaient eu lieu au Kazakhstan, en Asie centrale. Mais le Tsar doit exploser au-dessus de Novaya Zemlya, une île perdue dans l'océan Arctique. Largement désert, ce territoire polaire est plus éloigné des zones peuplées susceptibles d'être touchées par les retombées. À l'aube, l'équipage chargé de cette mission historique reçoit les dernières consignes. Le suivi de l'opération doit être assuré depuis une base militaire du nord de la Russie, à 1000 km de là. Les hommes ont été triés sur le volet et l'avion transformé pour la circonstance. Le Tsar, qui pèse 27 tonnes, a été doté d'un parachute et doit être largué à une altitude d'environ 13 000 mètres. Il doit chuter de près de 8000 mètres avant d'exploser. Ce qui, espère-t-on, laissera le temps à l'équipage d'échapper à la déflagration. Tout le monde était très inquiet. Zakharov a dit « Ils vont faire quelque chose qui ne s'est jamais produit nulle part sur la planète. » Impossible de tout prévoir. L'onde de choc a été telle que l'avion a chuté d'1 kilomètre. Comme il était très haut, ses passagers ont survécu, mais il a eu du mal à résister. L'explosion d'origine humaine la plus gigantesque de tous les temps produit un champignon qui culmine à 65 km, soit environ 7 fois la hauteur de l'Everest. Des bâtiments sont détruits dans un rayon de plus de 100 km et des vitres soufflées à 500 km. Les analystes qui enregistrent l'onde de choc s'attendent à une très grosse explosion, mais pas de cette ampleur. Nous avons été impressionnés, surtout par le fait qu'ils l'avaient fait par avion. Et encore plus, quand on a compris que s'ils avaient mis davantage d'uranium dedans, chose qu'ils auraient pu faire, ils auraient atteint 100 mégatonnes. C'était vraiment incroyable. Les conséquences à en tirer sont simples. Si le Tsar explosait à une altitude optimale de 300 mètres au-dessus de Washington, tout serait instantanément réduit en cendres dans un rayon de 5 km.
Dans un rayon de 20 km, les gens seraient brûlés au 3e degré. Et les bâtiments seraient détruits à plus de 30 km. Dans ce scénario, la bombe tuait sur le coup plus d'1 million de personnes. Peut-être 3,5 millions au total. L'altitude à laquelle une bombe explose est un facteur crucial. Martin Kalinowski a cherché à savoir ce qu'il était advenu des retombées du Tsar. La grande différence, c'est que le Tsar a explosé à 4000 mètres d'altitude, alors que Bravo était au sol. Mais la question de la direction et de la vitesse des vents se pose également. Voici un cliché du nuage 6 heures après l'explosion. Le point zéro, c'est l'étoile rouge ici. Les couleurs correspondent aux différentes parties du nuage, en fonction de l'altitude. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est l'absence de tout mouvement vertical, dans un sens ou dans l'autre. Le nuage, dans son intégralité, se déplace vers l'est. Comme il était porté par des vents forts, rien ne pouvait retomber. Il s'est écoulé plus de 48 heures avant que la radioactivité atteigne le sol. À ce moment-là, la radioactivité éphémère s'était déjà dissoute et les concentrations étaient très faibles. Mais les faibles retombées initiales du Tsar étaient encore trop importantes pour son inventeur. Sakharov lui-même a estimé qu'environ 500 000 personnes souffriraient dans les décennies suivantes des effets à très long terme du nuage radioactif. Quelques mois à peine après cet essai, opérant un retournement spectaculaire, Andreï Sakharov devient un farouche détracteur des essais nucléaires. Si Sakharov a pris la tête de la contestation en Union soviétique, c'est en grande partie à cause de l'impossibilité de maîtriser la contamination radioactive. En raison du secret gardé par les autorités, il est difficile d'évaluer l'impact des essais soviétiques. Mais Sakharov et ses amis avaient des preuves tangibles. Toutes les données concernant les radiations étaient top secret. En 1957, mon ami Mikhail Marinov était étudiant au Kazakhstan. Une nuit, il a dormi dehors, parce qu'il faisait bon. Cette nuit-là, il a plu. Et le lendemain, il s'est retrouvé entièrement chauve. Pourquoi? C'est très simple. Il y avait eu un essai nucléaire et un nuage, de la pluie radioactive que le vent avait amené. Personne n'en parlait, c'était le silence total. Mais lui, il a perdu tous ses cheveux et il est mort du cancer. Certes plus tard, mais c'était lié. L'impact réel des essais soviétiques demeure inconnu à ce jour. Celui des bombes américaines dans le Pacifique est tout aussi controversé.